Bien, mesdames, messieurs, donc je suis Stéphane Brunel, j'interviens en qualité de président de la Ligue de l'enseignement. Un bref rappel, la Ligue de l'enseignement, c'est une fédération d'associations en Gironde. Elle comprend 500 associations, 30 000 membres. Et dans la nouvelle configuration organisationnelle de la Ligue, j'ai demandé à créer une vice-présidence numérique. Et parce que étant un peu touché par le domaine, alors touché, tout le monde est touché, mais étant un peu, non pas encore par la grâce, mais étant un peu intéressé, je comptais remettre l'éducation populaire dans cette action-là. Bref, je distribue la parole et je voulais remercier particulièrement l'INRIA de m'avoir fait l'honneur de pouvoir animer cette table ronde. Avant de distribuer la parole, je me promène c'est mon maître en la matière, Marcel Desvernes, qui est là, je ne savais pas qu'il était là, qui m'a appris ça. Je me promène depuis un petit moment avec ce livre, qui est le livre de La Boétie, le discours de la servitude volontaire. 50 pages, très facile, pas cher, 2,50 €, très facile à lire. Pour la petite anecdote, vous savez qu'il était copain avec Montaigne, et quand il demande à Montaigne de lui faire la préface, Montaigne lui fait, mais il fait les essais, 800 pages, il dit non, ça va pas être possible, on fait pas ça en préface. Voilà. Donc, et pourquoi je parlais de ça? Parce que aujourd'hui des tyrans, bon, il y en a encore sur la planète, mais quelque chose qui dicte la façon de penser, la façon d'être, la façon de se mouvoir, la façon de parler aux autres, c'est ce qui a été imaginé par la Boétie à l'époque. Et la question que je me pose aujourd'hui, qui est une question que je crois tout informaticien ou roboticien peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un nouveau maître que l'on peut interroger avec ce livre, et ce livre est une actualité extraordinairement intéressante. Présent à la table ronde, plusieurs intervenants, Sabrina Kaliaros, déléguée académique au numérique, Pierre-Yves Oudéier, directeur de l'équipe Flowers à l'INRIA, Emmanuel Page, que l'on a vu tout à l'heure, qui est enseignant, conseiller pédagogique TIS, Morgane Chevalier, que l'on a entendu hier, qui est chercheuse à l'EPFL, Christophe Barrault, qui est ingénieur à l'EPFL, Joël Rivet, qui est un enseignant de sciences physiques, qui est là-bas, au bout de la table, je ne dis pas à extrême droite, hein, je dis au bout de la table là-bas, on se méfie de ce qu'on dit aujourd'hui, et oui, désolée, je n'étais pas dans la liste, je suis venue en soutien moral pour mes collègues. Donc Fanny Riedo, je suis une des co-créatrices de Timio et je travaille sur l'industrialisation chez Mopsia maintenant. Voilà, merci. Alors, la parole circulera évidemment librement, il y aura une interaction avec la salle et un micro circulera. Les questions qui semblent se poser par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Une des premières questions, c'est pourquoi enseigner la robotique est important? Pourquoi c'est important institutionnellement? Pourquoi c'est important pour des enfants? Pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça présuppose du monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous essayons de faire entrer ces enfants? Première question comme ça. Pierre-Yves. Alors en fait, je pense que derrière cette question, il y a finalement en fait une autre question, parce que dans toutes les discussions qu'on a eues hier, les initiatives des uns et des autres, je pense que finalement il n'y a personne qui essaye véritablement d'enseigner la robotique, mais tout le monde plutôt utilise la robotique comme un outil pour enseigner plusieurs autres choses qui sont complémentaires mais qui sont néanmoins différentes. Il y a effectivement dans un certain nombre de cas, on utilise la robotique comme un outil pédagogique pour l'enseignement de disciplines relativement classiques. On en a parlé pour le développement du langage, pour les mathématiques par exemple. Et puis il y a quelque chose d'un petit peu plus nouveau dans le paysage éducatif aujourd'hui, c'est l'enseignement à l'INRIA on appelle les sciences du numérique, de l'informatique. Et effectivement, il y a une question tout à fait pertinente et à la réponse non triviale qui est à quoi ça sert d'enseigner l'informatique, et en particulier, parce qu'évidemment si on pose la question dans l'enseignement supérieur, c'est pas une question, c'est évident que ça sert à quelque chose d'enseigner l'informatique aux ingénieurs. Par contre, effectivement, on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'école primaire.
à quoi ça sert d'enseigner l'informatique à l'école primaire. Et dans ce contexte-là, je pense que pour un certain nombre d'entre nous, c'est ça qui nous intéresse. Il ne s'agit pas vraiment d'enseigner, encore une fois, la robotique. Donc la question de fond, c'est l'informatique. Alors, on entend plusieurs arguments, des gens qui défendent l'enseignement de l'informatique. Alors il y en a aussi beaucoup de gens qui attaquent cet enseignement parce que évidemment, si on fait ça, on ne fait pas autre chose. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont aussi très importantes. Parfois, on entend des gens qui disent c'est l'informatique aujourd'hui, les sciences du numérique, c'est très important économiquement. Il faut préparer les enfants à trouver du travail. Alors c'est un argument intéressant. Mais c'est un argument relativement moyen. Il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres activités du monde du travail qui sont très importantes. Je pense qu'il y a d'autres choses. Alors, il y a un autre argument qui est ça permet de comprendre le monde qui nous entoure. Et effectivement, aujourd'hui, on a des objets numériques qui sont partout autour de nous et pas que des ordinateurs. En fait, l'informatique, elle est vraiment à peu près presque dans tous les objets qu'on touche aujourd'hui, dans les téléphones portables, dans les feux rouges, dans les avions, dans les voitures. Et on va de plus en plus dans un état où tous les objets, les escaliers, les chaises, les tables, tout ça, ça sera connecté à Internet. Et tout ça, ça sera des ordinateurs. Et donc, on dit, ça nous entoure, on a besoin de comprendre les mondes qui nous entourent. Mais bon, en même temps, vous avez beaucoup de gens qui vous disent ouais mais en même temps il y a aussi des moteurs, les moteurs des voitures ça nous entoure, on vit quotidiennement avec, on confie notre vie aux voitures chaque jour et en même temps on n'a pas forcément besoin de comprendre le moteur des voitures. Ça c'est un argument qui est utilisé par beaucoup pour contrer le fait non finalement c'est pas si important que ça d'enseigner l'informatique. Alors je pense que c'est un mauvais argument, l'argument des voitures. Je pense que c'est vraiment important parce qu'en fait la différence entre le moteur des voitures et l'informatique qui est enfouie partout autour de nous, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'information et l'informatique, ça porte une vision du monde. Ça porte une vision politique. Aujourd'hui, par exemple, la vie privée est traquée au quotidien. Ça tombe bien, aujourd'hui, on a un débat à l'Assemblée sur la nouvelle loi sur la sécurité. On a appris hier que nos présidents étaient écoutés. Ceux qui suivent leurs emails ont aussi reçu, par exemple, il y a un buzz aujourd'hui sur le fait que les navigateurs comme Chrome contiennent un petit logiciel qui peut déclencher l'ouverture du micro. Aujourd'hui, tous les enfants, tous les gamins sont connectés à Facebook. Et cette génération qu'on appelle la génération numérique, on ne comprend absolument pas comment ça fonctionne. Et c'est très important parce que derrière Facebook, derrière Google, il y a un projet de société. Il y a un projet de société qui d'ailleurs qui n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que les personnes qui développent ces systèmes-là, qui sont aujourd'hui partout, sont en particulier les Américains, sont des gens qui développent une utopie pour le futur, qui développent une véritable vision politique. Et il y a un choix, par exemple. Le président de Facebook a déclaré plusieurs fois la vie privée, c'est un concept qui n'a plus de sens aujourd'hui. Et alors, pour comprendre ça, pour comprendre que c'est sérieux, il faut comprendre les objets qui nous entourent. Et donc, c'est une manière, pourquoi c'est important d'enseigner l'informatique dès le départ, dès le plus jeune âge, c'est que c'est un objet qui est compliqué, ça ne s'apprend pas en un clin d'œil comme ça va prendre plusieurs années, donc il faut commencer tôt, plus on commence tôt, plus on a des chances d'y arriver. Et puis derrière, aujourd'hui, si on veut contrôler notre vie, contrôler le sens de la société qu'on construit, c'est important de comprendre les objets qui nous entourent. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu principal. Il a tout dit. Une question qui va dans le même sens sur la pertinence de l'enseignement. Et on pourrait, et dans ma question, ça va engager nos amis suisses et les Français qui sont ici, c'est comment sont envisagés les modes d'enseignement en France et en Suisse, avec cette interrogation que l'on a de temps en temps et qui aussi m'est personnelle, c'est l'apparition d'enseignants qui sont des têtes de pont, des locomotives. Et certaines locomotives sont en pleine accélération, sans avoir vérifié que derrière il y a un train qui suit. Et de temps en temps, la locomotive déraille toute seule et va sur une voie qui n'était même pas imaginable, mais ça continue parce qu'elle est lancée. Et il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien. Et le système parfois perçu de l'enseignement institutionnalisé qui fait qu'il met un tas, je dis
potentiellement un tas de freins aux wagons tirés par des locomotives. Alors voilà, la question n'est pas très claire, mais c'est ma façon de parler ou de penser. Mais comment l'enseignement suisse, l'enseignement français fait cette conjonction ou cet amalgame entre les super locomotives et les enseignants qui ont une appétence à faire, mais où c'est plus compliqué de par leur formation, de par le système. Qui veut... Je peux essayer de répondre. Il est certain que c'est le plus difficile, je crois, d'avoir des gens qui sont toujours en avance et d'autres qui suivent un peu péniblement, parce que tout simplement les rythmes ne sont pas les mêmes, que ce soit pour nos élèves les rythmes d'acquisition, ou pour les professeurs, ou pour les individus que nous sommes. Je crois que c'est une réalité et qu'elle est importante. Si on parle de différenciation pédagogique, elle doit exister pour tous, cette différenciation. Pour les élèves, la façon de donner à chacun ce dont il a besoin et ce qui l'intéresse le plus. C'est pas simplement une différenciation qui doit être minorée. On doit aussi travailler pour des élèves qui s'en sortent très très bien et qui ont envie d'en apprendre plus. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui au travers de toutes les expérimentations que vous menez. Et je crois que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'on est sur un déploiement massif. Voilà. Là où dans les années 70, on disait ce matin qu'on essayait toujours d'aller voir ce qu'il y avait sous le capot, mais on avait plutôt des geeks. On n'avait pas des gens qui étaient toujours dans la classe avec cette idée qu'il faut se servir d'un outil sans s'asservir. Je crois que c'est extrêmement important de faire cette différence-là. Se servir du numérique, c'est être dans une société moderne, c'est être tout simplement dans son temps. Et je crois que c'est cet apprentissage de la citoyenneté numérique que nous devons mener dans les classes. Alors, comment le faire ? Les locomotives doivent servir à tirer les wagons, voilà, c'est un principe dynamique de fond. Et je crois que à l'école aussi, la question de l'intelligence collaborative, l'intelligence collective, elle est de fond. C'est-à-dire que dans des équipes aujourd'hui, dès l'instant où on a la réforme du socle, entre autres, qui va nous amener à travailler ensemble, quelles que soient les disciplines, on sera plus tant sur de la discipline que sur de la compétence, et ça, on a essayé avec le précédent socle avec quelques difficultés. Là, en créant les conditions, d'autonomie, je parlais ce matin de 20% du temps horaire qui est décidé dans l'établissement en autonomie, autogestion du temps, c'est quand même ce qu'on a toujours réclamé pour les enseignements qu'on souhaite mettre en œuvre avec les EPI, mais pas que avec les EPI. C'est une autre façon de vivre la liberté pédagogique. Et je crois qu'elle est magnifique, mais il faut qu'elle soit évidemment investie par tous, les professeurs, au premier chef évidemment, les corps d'inspection, les cadres, parce que les pilotes dans les établissements, ce sont quand même les chefs d'établissement, principaux et proviseurs, et que la formation ne soit plus attendue comme un temps sacralisé, ça dure une journée, on repart chez soi et on sait faire, mais bien comme un temps qu'on met à profit pour discuter ensemble et partager comme vous l'avez fait pendant ces 2 jours, mais aussi un temps privé, j'allais dire, à la maison ou à d'autres instants, dès l'instant où on est dans l'établissement scolaire, où on peut aller sur des parcours. Magistère est une très belle plateforme qui permet de faire ce travail de formation à distance. Des parcours qui sont tutorés, parce que il faut qu'on ait aussi ce tuteur qui permette au professeur de poser la question qu'il a à poser. On a des classes virtuelles qui permettent de le faire aussi, des temps de rendez-vous, ainsi que des forums. Voilà. Donc je crois que c'est l'avenir de la formation, à condition aussi, et ça je le pose comme une visée, c'est l'objectif que nous poursuivons, que ce temps de formation que concède le professeur dans son temps libre soit pris en compte dans sa carrière aussi, parce que c'est extrêmement important. Juste peut-être rajouter une chose rapidement en tant que prof de base. J'ai observé aussi que les enseignants, comme beaucoup de gens, ne font que les choses auxquelles ils sont obligés en fait. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez installer une plateforme Moodle dans un établissement scolaire, alors Moodle trimballe en plus, au bon sens du terme, une pédagogie constructiviste, etc. Donc il y a aussi un projet d'enseignement derrière. Ça n'est pas qu'un simple outil informatique. On s'aperçoit que les gens n'y vont pas, ou peu. Et pourquoi ils n'y vont pas ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas obligés. Et donc je crois qu'il y a... Je peut-être un peu négatif, un peu... Non, mais c'est la réalité des enseignants. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail et que c'est là où va jouer le rôle de la formation. Une formation qui doit se faire intégrer aux gens horaires, c'est-à-dire
je pense que les enseignants, si on leur dit vous avez une formation pendant votre temps scolaire, ça veut dire qu'elle a du poids, ça veut dire qu'elle est sérieuse, ça veut dire qu'elle est incontournable, et à ce moment-là, les gens marcheront. Mais si on reste encore à la marge de dire oui, vous allez vous former à tel outil, mais voilà, c'est pas vraiment... ça va pas fonctionner très très bien. Enfin, je reviens des gens de base. Alors, la Suisse. Alors c'est fantastique parce que vous venez de créer une controverse, alors voilà, je vais me poser en faux et on a déjà le... Il y a le saxon, tout était prévu, quelle scénarisation. Je rappelle que vous revendiquez la neutralité. Hein. C'est vrai. Pardon. Je vous rappelle qu'on peut éloigner un peu plus la table. Bon. Alors je partage pas tout à fait votre point de vue parce que j'ai l'impression que ici, si on se regarde ensemble à pédaler ou roboter ou je sais pas trop quoi, eh bien en fait on est chanceux parce qu'en fait là qu'est-ce qu'on est, tout ce qu'on en est ici là, on a de l'avance. On est en train de réfléchir à des thématiques qui ne sont pas encore une prescription, qui ne sont pas encore. Alors bien sûr ça va peut-être très prochainement venir. Dans notre cas, c'est pas du tout encore vraiment au programme et on essaye de faire remonter toutes ces pratiques de sorte qu'elles soient maintenant après qu'elles soient prescrites. Mais tant que cette prescription n'est pas là, ça nous laisse quand même du temps pour réfléchir à ces pratiques, à nos pratiques. Et à et ensuite à une diffusion plus large. Vous parliez justement d'ère après d'un peu plus d'industrialisation, de massification. Eh bien, moi je suis bien heureuse qu'on ne soit pas tout de suite à nous dire qu'il faut l'intégrer parce que voilà, j'ai pas envie de participer à une massification qui n'aura pas été réfléchie ou qui, bien sûr, à chaque fois c'est réfléchi. Il y a des politiques qui réfléchissent très bien, il n'y a pas de souci. Mais des fois, là, on ne communique pas tout. Où il nous manque un bout d'information. Donc moi je trouve ça vraiment chouette que ce soit les acteurs qui forment en fait finalement, on pourrait presque dire qu'on forme une communauté entre nous, hein, et puis cette communauté, ben voilà, elle mourra quand il n'y en aura plus besoin, il n'y aura plus ce problème, il y aura d'autres choses. Je voudrais en même temps rebondir parce que dire comment est-ce qu'on peut former, mais en fait former à quoi, je rebondis sur ce qu'a dit Pierre-Yves, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un malentendu, hein. Derrière on ne cherche pas à faire de la robotique, hein. Je crois qu'on vise tous derrière les sciences de l'informatique et le computational thinking, toutes ces choses-là, donc derrière il y a des enjeux sociétaux, mais il faudrait les définir. Et puis quand on a pu s'entendre tous en fait entre hier et aujourd'hui, on est différents acteurs, il y a des animateurs, des enseignants, des politiques, des ingénieurs, des directeurs, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, bref, tout plein de gens, on a tous parlé d'un même thème, on a tous des focales différentes. Maintenant et puis ça a été dit ce matin, on n'est pas en concurrence, il faut surtout pas le vivre comme ça, on a tous quelque chose à apporter. Il faut juste donner les lieux, donc je rebondis sur ce que vous avez dit, les forums, bien sûr, les forums de discussion, les communautés. Alors en premier, timio.org, bref, toutes les plateformes et les forums et les outils, parce que ça ne reste que des outils, comme les robots ne sont que des outils, tous ces outils-là sont là pour nous aider à tous, on oublie un peu les enfants, des fois ça fait du bien, et bien à tous, nous, tout ce qu'on en est de faire notre métier. Et puis voilà, je vais reprendre les propos de Pastré, parce que Pastré, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit juste que tout opérateur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut donner du sens à ses tâches et être efficace. Nous, c'est ce qu'on cherche finalement. On n'est pas là, c'est un peu aussi se faire plaisir, mais c'est parce qu'on veut être efficace dans notre travail. On a tous une mission dans nos métiers différents, et on veut le faire efficacement et que ça fasse du sens, surtout avec ce qu'on est. Et je pense que la robotique, c'est un certain catalyseur, ce qui fait que voilà, on est tous autour de ça. Maintenant, essayons de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui est intéressant d'aller vraiment, quels sont les enjeux de savoir en fait derrière. Et je terminerai après, et je relance peut-être une autre question qui est... Non. Alors je pose, parce que pour moi derrière la controverse, on a eu avec l'INREA justement sur un article cette question-là. Qu'est-ce qu'on veut viser à faire ? L'éducation à la robotique ou de la robotique pédagogique ? Et derrière, ça nous emmène aussi à toutes plein de questions, les questions des éducations A. Et ça, dans vos métiers, je pense que vous avez dû en entendre parler ou être confronté à ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et que dire d'émiettement des savoirs ? Il y a un moment, il faut peut-être les poser, justement, ces savoirs-là. C'est mon point de vue.
Je vais essayer de faire un pont, plutôt un tunnel entre la France et la Suisse. Il y a quelque chose quand même d'intéressant dans ce que je vois aujourd'hui. Effectivement, ici, on a des gens qui sont plutôt convertis à l'enseignement de la robotique. On est plutôt, effectivement, des gens qui commencent dans leur classe, nous, on est en tant que formateurs. Mais un des enjeux aussi de se réunir, de cette réunion, de ce colloque des 2 jours, c'est de repartir déjà en ayant une vision des uns des autres. Maintenant, on pourra peut-être encore mieux travailler ensemble. Et moi, je vois, au-delà de la formation, l'idée de partager des ressources. Parce que nous, notre simple expérimentation de Florac, on va collecter des ressources d'enseignants qui vont déjà être nombreuses. Vous, ensuite, vous en faites d'autres. On a beaucoup d'expérimentations aussi au collège, au lycée. Et je pense que si ce colloque a un enjeu, c'est bien celui-là, c'est de repartir en se disant qu'on va pouvoir collecter tout ça au service des enseignants. Parce que les enseignants, ce qui leur a plu aussi dans ce projet, c'est que, sans que ce soit péjoratif, il y avait un kit pédagogique proposé, celui de l'INRIA INIROBO. Et ils n'avaient pas à tout découvrir sur la robotique, ils partaient d'un produit qu'ils ont transformé. C'est là où ça a été magnifique, parce que maintenant on a ça, et on voit, Stéphanie est partie, mais c'est vraiment, non, je peux parler, elle n'est pas partie, donc, donc je vais pouvoir parler de toi. Donc, non mais c'est ça, c'est qu'on voit des enseignants qui ont pris un produit, qui l'ont transformé, et c'est ça aussi qui est beau un peu, parce que moi ce que je retiendrai, l'élément qui va être très didactique, c'est le sourire des enfants. On le voit dans la vidéo, le sourire des enfants qui se retrouvent avec cet objet, le sourire des enseignants face à cet objet également, et j'allais dire le sourire du formateur. J'irai pas jusqu'à dire le sourire des inspecteurs, mais il est presque là. Donc on a le sourire et on retrouve un petit peu cette joie. Et ça, c'est très fort. Et si moi je retiens ça d'aujourd'hui, c'est qu'en sortant, on a échangé nos cartes de visite, on a pu faire tout ça, et qu'on puisse vraiment tous travailler ensemble, que ce soit Canopé qui est présent ici, que ce soit le rectorat, parce que si on veut développer ça, si on veut pas que ça reste à travers quelques initiés qui travaillent sur la robotique parce qu'ils sont passionnés, qu'ils soient ou non numériques, moi je suis pas non plus robotique à fond, mais je veux dire, effectivement, il va falloir qu'on mette une stratégie d'ensemble, et la stratégie, elle va passer par tous les acteurs qui sont là aujourd'hui, et par la création de ressources, on ne s'en sortira pas autrement. Voilà. Je prendrais le droit, nous aussi, de partir. Ah oui, parce que là, pas longtemps maintenant. Je voulais juste, déjà, il faut être prudent, il ne faut pas faire trop de compliments pour le Timio parce qu'il risque de l'augmenter, du coup, de faire l'engouement. Et deuxième chose, on parlait de forum d'échange, et alors j'aurais envie d'ajouter aussi qu'il y ait des événements. Alors quel qu'il soit, ça peut être un truc comme on a fait là les 2 jours, mais ça peut être aussi des fêtes autour de la robotique. C'est-à-dire des événements qui font qu'on a plaisir à se retrouver, à discuter. Il y a beaucoup d'échanges qui se font comme ça, de façon un peu informelle. Donc c'est bien, c'est vraiment important qu'il y ait des forums, des sites où on peut télécharger, mais aussi qu'il y ait des temps qui ont la forme qu'ils ont, ou peu importe, mais des temps où les gens peuvent aussi se rencontrer physiquement. Ouais. C'était plus court. alors, juste pour rebondir sur les événements, je trouve ça effectivement très important. J'ai adoré ces 2 jours, j'ai découvert plein de choses, et c'est vraiment très bien. Juste une petite chose, on essaye aussi de centraliser toujours cette connaissance et aussi ces bonnes énergies. Sur le site de Timio, dans la partie communauté, vous avez aussi moyen de montrer ce que vous faites, donc soit en créant une petite page de création, par exemple. Ça peut être un petit bricolage avec Timio ou autre chose. Et il y a aussi une page événement Timio, et du coup pour un peu montrer ou prévenir simplement, voilà, moi j'organise un festival ou un workshop ou une journée pour tout tout. Donc ça c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé pour fédérer un peu toutes ces bonnes énergies. Je vais juste compléter un truc par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que c'est une idée qui vient de Suisse, pardon. Qui vient de Francesco Mondada, donc le grand Sioux là-bas de la robotique, et qui dirige le labo à l'EPFL, et qui proposait une idée pour que les enseignants puissent partager le travail qu'ils font, parce que c'est un problème, c'est un problème sans en être un, mais par exemple pour avoir les retours donc, de ce que font les gens. Et parce que chacun est occupé, et puis que c'est pas la priorité c'est quand même de faire des choses avec les enfants. Mais les retours c'est aussi important pour diffuser ce qu'on fait aux autres et donner envie aussi. Et il y a une idée donc de Francesco Mondada, ce qui est de dire, bon ben vous osez pas, souvent les enseignants ou d'autres personnes n'osent pas,
partager ce qu'ils ont fait parce qu'ils trouvent que c'est pas assez bien. C'est pas fini, c'est pas chouette, il y a peut-être des fautes d'orthographe, il y a peut-être des trucs comme ça. Et ça, c'est un vrai frein. Et les gens se disent, ouais, dès que j'ai un moment, vous savez, ce moment qui arrive des années après ou qui arrive jamais en général, dès que j'ai un moment, je mets tout ça en ordre et alors après, je vais pouvoir le donner. Et l'idée de Francesco Mondadà, qui est toute simple et qui me semblait intéressante, c'est de dire, non mais donnez comme c'est. Donnez comme c'est, nous on juge pas, nous, on va vous aider à le mettre en forme. En clair, si quelqu'un a fait une super activité mais n'a pas le temps, c'est dégueulasse, il y a du brouillon, il y a des fautes, peu importe, le marché il est clair, vous me passez les trucs tels qu'ils sont, et moi je vais l'arranger, je vais le remettre en forme. Et je trouvais ça plutôt astucieux. Voilà. Juste pour préciser une chose, justement à propos de partager les choses que les enseignants peuvent développer même si c'est pas fini, et puis qui reprend en fait un peu, au début on a parlé des enseignants locomotives qui foncent et qui tirent pas forcément les autres en avant. J'aimerais juste dire que pour nous, en tant que développeurs de robots et de matériel, ces enseignants locomotives, alors ils tirent quelque chose en avant, mais pour moi ils sont pas là pour tirer tous les autres enseignants d'un coup, mais plutôt pour tirer le projet. Nous, je les vois plutôt comme peut-être des éclaireurs, des explorateurs. On a des choses qui sont nouvelles, qui sont pas encore forcément tout de suite prêtes à être diffusées à grande échelle. Mais on a besoin de ces enseignants qui sont des pionniers. On a besoin de leur retour, de leurs contraintes, de leur expérience. Ça nous permet après d'arriver ensemble à un matériel qu'on trouve prêt, dont on est content. Et si nous, enfin tous les acteurs, disons de la première phase, on est content de ça, ensuite on pourra convaincre, peut-être à plus grande échelle, de l'utilité, on pourra montrer on a déjà ses usages, on a déjà ses retours, et puis là les autres enseignants pourront peut-être s'y mettre, et puis évidemment il faut des formations, il faut des plateformes d'échange, mais à mon avis si le reste du train ne suit pas tout de suite, c'est pas parce que les autres enseignants sont des wagons à inertie énorme, mais plutôt parce qu'on a besoin de cette phase d'exploration. Si on a des éclaireurs, on va pas tous suivre en même temps, ça n'a pas de sens. Qui arrive et après je repose une question. Je fais des essuie-glaces. Oui, très rapidement pour compléter ce qui vient d'être dit, et notamment pour compléter on va dire les petites astuces pour permettre ou encourager les enseignants à participer plus ou à donner plus de feedback dans les espaces d'échange, comme par exemple sur les forums. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à la fois extrêmement important et qui, on a l'impression, voilà, les journées sont bien remplies, déjà les enseignants qui font cet effort-là d'essayer ces activités-là, c'est déjà en plus de leur travail, et donc là il faudrait faire encore un petit truc en plus. Donc on comprend vraiment la difficulté des formes, mais c'est vraiment fondamental. Et alors, je dirais même plus que la suggestion de Francesco de se dire il ne faut pas hésiter à poster, à envoyer du matériel pas fini. Il faut vraiment... en fait, c'est quelque chose, nous, qu'on essaie de développer aussi dans la communauté Poppy, qui est un petit peu plus large que le monde de l'éducation, où on essaie aussi d'avoir un forum et d'encourager beaucoup les gens à participer. C'est plus que des contributions, même poser des questions bêtes, dans le plus simplement du monde, et poster des projets qui, non seulement ils peuvent contenir des fautes d'orthographe ou être imparfaits, mais ils sont qu'à moitié faits, par exemple. Et ça, c'est super bien parce que, à un moment donné, si tout le monde commence à faire ça, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, par exemple, sur Poppy, eh bien, on va s'apercevoir que c'est pas Francesco qui va vous le finir. Parce que Francesco, il est très fort, mais il peut pas finir le travail de tout le monde. Et c'est pareil chez nous, chez Poppy, on peut pas finir le travail. Et en fait, mais ce qui se passe en pratique, c'est que quand tout le monde prend cet esprit de l'open source, où il n'y a pas d'un côté les utilisateurs, de l'autre les contributeurs, mais tout le monde est contributeur et utilisateur de ce que font les autres en même temps, alors vous allez voir, en tant qu'enseignant, que si vous postez un truc avec plein de fautes à moitié finies, c'est un autre enseignant qui va vous le finir. Parce qu'en fait, vous allez incrémentalement comme ça améliorer le travail des uns et des autres. Et c'est vraiment comme ça que va se construire du matériel qui, au bout d'un moment, va vraiment être ultra poli, bien fini, réutilisable. Donc voilà, et ça par exemple l'exemple de ce que disait Emmanuel, de ce que vous avez fait, de prendre un matériel, de le changer, de l'améliorer, et puis ensuite ce processus de republication. Ça c'est vraiment l'esprit open source, et l'esprit open source pas juste dans le matériel, pas juste dans le logiciel, mais aussi dans le contenu pédagogique.
Alors, autre axe possible, Didier, tu es le gardien du temps, donc tu me fais signe quand... voilà, et s'il y a des questions dans la salle, évidemment, je vous apporte le micro. Autre question qui vient de quelque chose d'assez remarquable que l'on a vu tout à l'heure, c'est à l'école Fleurnoy, où la démonstration est faite dans la cour ou presque dans la rue, et où les parents viennent voir ce qui se passe. Et une des questions que je me posais, que je vous pose, c'est comment on fait pour que la robotique ne reste pas dans un monde d'initiés scolaires, on va dire, et pour que la robotique aille dans la rue. Vous voyez ma casquette d'éducation populaire, c'est-à-dire comment on évite cette refracture par cet élément-là. Parce que certains peuvent considérer que la robotique est encore plus compliquée que l'informatique, parce qu'il y a des choses extrêmement curieuses qui s'y produisent. Et comment on peut faire, c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver la solution, mais la question que je vous pose, c'est ça, c'est-à-dire comment aujourd'hui on va déployer cette façon d'envisager la robotique pour qu'elle irrigue les espaces de la société. D'ailleurs, on l'a vu, il n'y a pas que des enseignants, il y a des animateurs de centres, il y a des gens qui font de la robotique dans d'autres structures que l'enseignement, proprement dit. Qui peut... Emmanuel. Au moment où nous parlons, il y a un roboting goûter qui se passe donc à Florac, avec les enfants donc, sont venus tous les matins de la semaine. Et là, cet après-midi, en fait, Cap Science, côté science, donc organise un roboting goûter autour du Timio et du Robopoppy d'ailleurs, avec les parents, les grands-parents. Hein. On a ouvert, au début c'était de 7 à 77 ans, maintenant on est passé de 3 ans à, on peut aller à 125 ans, comme ça on va viser large. Et on voit des choses comme ça qui se développent. Et pour parler un petit peu des parents, une petite anecdote, que j'ai l'impression de radoter parce que ça fait déjà 4 ou 5 fois que je l'arrête, c'est une maman. On est en CM2, elle n'est pas rentrée dans l'école depuis la petite section, hein, donc depuis l'âge de 3 ans, là on est en CM2, donc 10 ans. Et pour la première fois, elle ne vient jamais aux réunions d'école, elle ne vient pas aux réunions de parents, elle ne rentre pas dans l'école. Et pour la première fois, l'enseignant, là, un matin, la voit rentrer dans la classe, avec sa petite fille l'accompagne dans la classe, et sa petite fille veut lui présenter ce robot Timio et lui montrer comment il fonctionne. Donc voilà quelque chose qui rapproche les parents, alors même si c'est anecdotique, hein, enfin les parents de l'école, avec cette maman qui pour la première fois de sa vie est rentrée non seulement dans l'école mais jusque dans la classe. Voilà. D'autres commentaires? Alors, le Timio, c'est vrai que c'est un robot qui se prête bien à l'éducation. C'est aussi un robot qui se prête bien à la découverte simplement de la technologie, que ça peut être aussi à la maison. Ça peut être aussi dans des associations, dans des clubs, dans des Fab Labs. On essaye aussi, nous, de fédérer un peu tous ces utilisateurs et de rencontrer un peu ces gens. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'associations. Et je pense que ça, c'est un des moyens de faire amener la robotique dans la rue, c'est peut-être de rendre ça, on va dire, accessible, que ce soit financièrement, en essayant de faire quelque chose qui soit pas trop cher, on espère, ou simplement aussi de le rendre solide, pour pas que ce soit quelque chose qui soit réservé dans l'armoire de la maîtresse fermé à clé, parce que si on le touche, il va se casser. Durable aussi, qu'on puisse garder durant quelques années et puis qu'il n'y ait pas de problème de pièces ou d'usure, voilà. Peu de problèmes. Et donc voilà, à mon avis, c'est toute une conjonction de tous ces éléments-là qui va permettre d'amener un peu plus de robotique, un peu plus de... C'est comme les tablettes et les smartphones. Moi, j'ai commencé avec des téléphones portables quand j'étais petit. J'ai attendu peut-être 15 ans pour en avoir un. Et c'était inimaginable d'avoir un truc à 700 francs dans la poche, et puis qui pouvait se casser tout le temps. 700 €, alors c'est pas quelque chose. Voilà, c'est des francs suisses. C'est des francs suisses, hein. 700 francs suisses, donc à peu près, voilà. À peu près la même chose en Europe. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le monde change aussi, et puis la robotique devient accessible parce qu'il y a maintenant de l'électronique qui devient plus bon marché. On a des méthodes pour les produire plus facilement, et du coup, je pense que c'est comme ça que ça peut avancer un peu plus dans la rue, c'est simplement en démystifiant ça et en l'enlevant de cette élite d'universitaires, par exemple.
Une question dans la salle qui veut une question, une remarque, une contribution, puisqu'on est à la fin de cette journée. Moi j'aurais envie, c'est une question que j'aimerais bien faire poser à quelqu'un d'autre que la table ronde finalement, si vous me permettez juste 2 secondes. Et c'était à monsieur que je voulais m'adresser, si ça t'embête pas, qui a créé une université du temps libre dans les Landes, je ne sais plus trop où d'ailleurs, à vrai dire. Ah ben oui, à Soustan, pardon. Et qui, avec d'autres personnes, va former d'autres personnes qui sont à la retraite, voilà, pour aller dans des écoles, faire de la robotique. Oui, avec des enfants. Donc peut-être tu peux en dire 2 mots de cette... Parce que ça aussi c'est un moyen de disséminer des choses et de faire se rencontrer des générations et c'est assez remarquable ce que tu fais pour ça. Oui, alors rapidement, l'Université du temps libre, ça a une population retraitée. Donc ça fait des conférences, ça fait des ateliers, ça donne des cours de langue, ça fait un certain nombre d'activités de cette nature-là. Dans cette université du temps libre, j'ai aussi créé un Fab Lab. Et mon Fab Lab, il est exclusivement, pour l'instant, en phase de démarrage, orienté jeunes et scolaires. Donc, jeunes, il y a un atelier qui fonctionne depuis 1 an avec les jeunes autour de l'impression 3D, et scolaires, depuis les vacances de Pâques, depuis le retour des vacances de Pâques, j'expérimente Timio dans une classe de CE2. L'objectif que j'ai là derrière, c'est de proposer un atelier Timio à ma population naturelle de l'UTL. Donc je vais lancer quelque chose à partir de septembre là-dessus et je vais continuer l'étape avec d'autres classes, avec l'objectif aussi d'avoir un programme pas de 13 missions mais de 36 missions puisqu'on a 36 semaines. Donc il faudra qu'on y réfléchisse. Et à un moment donné, je vais confronter dans un événement particulier ce que les jeunes peuvent faire et ce que les aînés peuvent faire. Donc c'est aussi autour d'un événement de cette nature-là que je demanderai peut-être si on peut faire venir Poppy pour faire une démo, ou de faire des choses comme ça. Donc on est vraiment autour de cette UTL sur un vrai projet à la fois culturel, social et d'animation intergénération. Voilà. Donc il va falloir que je vous envoie mes Timio pour les passer sans fil. Voilà. Poppy en tant que système intergénérationnel, c'est bien, on a juste une lettre à changer, on y est presque avec Poppy, c'est bon. Juste un petit complément, en fait on n'ira pas faire la démonstration, on pourra éventuellement prêter un morceau de Poppy ou quelque chose comme ça et c'est toi qui feras la démonstration. C'est ça l'idée. Peut-être besoin d'une compétence d'appui. Oui, mais... attention aux propositions de Didier parce qu'un morceau de Poppy ça peut être la main et avec la main sur Poppy tu fais pas grand chose mais... Dernière question avant. Juste sur les Landes. Juste pour. Après, je pose ma dernière question. Et après, je parle. Moi, c'était juste pour aller dans votre sens, monsieur. C'est vrai que les Landes, c'est un département dans lequel on est territoire connecté depuis longtemps, ne serait-ce qu'avec l'opération Un collégien, un ordinateur portable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu le département des Landes être aussi actif, je parle des parents, avec des ordinateurs que Paris. C'est-à-dire que les commandes via l'ordinateur se sont faites dans les Landes bien avant les autres départements de France, et que depuis, ce dynamisme est pérenne. C'est-à-dire qu'on se rend compte que Souston, Cap-Breton, enfin il se passe des tas de choses dans les Landes et c'est tant mieux. Et nous on encourage, la communauté de communes Max, c'est la même chose, avec des VPI partout, avec des tablettes pour chacun des élèves, enfin c'est extrêmement actif. Et ça part des familles aussi qui considèrent que c'est un enjeu fort et extrêmement important. Pas de peur sur le Wi-Fi. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut trouver ailleurs, on ne le trouve pas là. Et moi, je suis ravie de voir que ça essaime dans la société, ça reste pas éducation. Nous sommes favorables là, mais on a un gros déficit d'enseignement supérieur. Donc, en termes de recherche et d'innovation, il y a quelque chose à installer. C'est un petit peu à travers ces premières actions. Avec juste une remarque, c'est que l'Université des Pays de la Loire, notamment, il y avait beaucoup de représentants, il y a toujours des représentants, fait preuve d'un certain dynamisme qui pourrait, à mon avis, vous avez des choses sans doute à vous dire. Nous, on vous dit, nous-mêmes, pas vous. Voilà. Je travaille avec Bayonne. Voilà. Ah oui, mais alors si on va chercher votre truc. Ah oui, là on parle.
C'est plus Bon, classe. toutes les bonnes choses ont une fin. Juste une dernière question, si on peut exprimer un rêve et une crainte par rapport à ce que vous avez dans vos têtes, par rapport à la robotique, qu'elle soit pédagogique ou pas pédagogique. Un rêve, une crainte exprimée, c'est compliqué comme question, hein, mais voilà. Tu te lances comme ça, les autres réfléchissent pas. C'est au taquet là, mais je pense l'avoir plus ou moins exprimé dans mon intervention de tout à l'heure. Un rêve, eh bien, le rêve que la société de demain soit faite de consommateurs avertis et qui sachent aussi être producteurs et pas juste simples consommateurs. Voilà. La crainte, c'est justement, c'est l'inverse, et que ma plus grande crainte, c'est que moi, en tant qu'acteur de la société, je participe au fait de ne pas permettre ce changement et que je participe à cette reproduction de demain une société faite que de consommateurs. On a parlé début 2000 de toutes les interfaces écran avec Internet, attention, il y a tout l'élan d'éducation média derrière, on a amené la littératie du numérique, et puis pour revenir sur le sujet qui nous amène ici, les sciences du numérique, eh bien oui, aujourd'hui, il faut un curriculum des sciences du numérique pour avancer avec ce que nous propose la société aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va arriver dans des maisons ou des bâtiments domotisés. Et ne soyons pas juste, pour le coup, victimes des bâtiments ou quoi que ce soit. Il faut comprendre tout ça, ce ne sont que des machines. Alors des fois, on peut mettre la petite couche humanisation pour faire passer la pilule, n'en abusons pas non plus. Parce qu'il ne faut pas non plus, qu'en tant qu'acteur, et là je reparle bien des professionnels que nous sommes ici, eh bien, quand on scénarise des choses et qu'on humanise, etc., on n'oublie pas pourquoi on le fait. C'est pour nous aider à faire passer éventuellement notre message. Mais il ne faut pas s'encoubler. Je suis suisse aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer de nous-mêmes et se faire prendre à notre propre jeu. On fait quelque chose pour nous aider dans un premier temps en tant que professionnel. Mais après, il y a des dommages collatéraux. Donc on fait bien attention. Peut-être qu'il vaut mieux accepter que voilà, c'est un peu peut-être brut de décoffrage, les apprentissages les objectifs d'apprentissage qu'on vise, mais il y aura peut-être moins de choses à déconstruire par la suite. Ou alors accepter qu'il y aura des choses à déconstruire, et voilà. Alors peut-être pour terminer, pour moi, un rêve, si vraiment on parle de rêve, c'est pas un fantasme non plus, mais des petits timiaux peut-être partout, qui coloniseraient notre département, notre région, notre pays et l'Europe. Une crainte, un peu des poppies. Oui, parce que... Voilà, des mariages entre poppies et timiaux. Non, mais en fait, cette idée-là, et l'autre idée, ma crainte, elle est dans parfois quand même des obstacles que l'on a, des obstacles qui sont d'ordre quand même parfois matériel dans les écoles, parce que là on parle de robotique, etc. Mais il nous faut aussi des outils, il nous manque quand même cruellement d'ordinateurs. Nous, le premier degré, on dépend des communes, et les communes, il y a une certaine inégalité entre certaines communes qui font du tout numérique et d'autres qui ne font rien. Et ensuite, au niveau de la formation, je pense que là, il y a quand même un enjeu pour nous, et au-delà de la formation à distance qui nous arrive, il faut que ce timio nous rapproche, et pour que ce timio nous rapproche, il faut qu'on fasse du présentiel, et que ce présentiel, comme on l'a fait, il y a la Malapat dit très bien ça avec le principe, ils appellent ça d'homomorphisme, un petit mot savant pour terminer, l'homomorphisme étant la capacité dans une formation à faire vivre à quelqu'un une formation pour qu'il puisse mieux l'enseigner ensuite. Et quand on voit avec les timios ce qu'on a fait avec l'INRI, avec Didier, c'est ça, le fait de vivre ces missions aux enseignants, on permet à ces enseignants de mieux le faire vivre ensuite à leurs élèves et d'aller plus loin, comme certains l'ont fait en allant plus loin. Donc ma crainte, elle est là. Elle est sur qu'on ait la capacité de former les enseignants, une capacité réelle de former les enseignants. Voilà. La crainte, elle est très classique, c'est celle que beaucoup ont à propos de tous les objets numériques et les robots en particulier, c'est celle de l'aliénation. Donc c'est celle dans laquelle l'humain perd sa place au profit d'une organisation dans laquelle la machine a sa place centrale. Et donc le rêve, c'est plutôt qu'on comprenne que l'informatique et les robots en particulier peuvent être de formidables outils de pensée.
Vraiment, je dis des outils de pensée, des outils pour réfléchir. Alors dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, des outils de pensée pour comprendre le monde qui nous entoure. Ça, on en a un petit peu discuté ces 2 jours-là. Et puis, dans un deuxième temps, un peu plus, peut-être ça sera un sujet pour un prochain colloque comme celui-là, c'est que ce soit des outils de pensée pour nous comprendre nous-mêmes, pour comprendre le vivant en particulier. Et je pense qu'un sujet à creuser beaucoup, en particulier dans le domaine de l'éducation pour les années à venir, c'est les liens entre les sciences du numérique et les sciences du vivant et de l'homme. Difficile de parler derrière Pierre-Yves, mais simplement, moi, très modestement, mon rêve, c'est qu'on ait de moins en moins d'élèves décrocheurs et que l'école soit plus bienveillante grâce au numérique, qui permettent donc d'avoir cette transversalité qui fait que les élèves ne se sentent pas, passez-moi cette expression, largués. Ça, c'est le premier point. Et ma crainte, elle est corrélée à mon rêve, c'est que le numérique devienne une discipline. Il ne faudrait surtout pas que le numérique soit une discipline, que ce soit comme les maths, le français, et qu'on soit en silo. Le numérique, ça doit être le vecteur de lien entre toutes les disciplines. Voilà. Donc c'est aussi un rêve et une crainte, les deux sont défendus. Non, moi je reviendrai sur la question de la formation des enseignants. Donc effectivement, mon espoir, c'est qu'effectivement la formation des enseignants au numérique soit massive, et c'est par là que passera correctement la formation de nos enfants, à mon avis. Et puis après, peut-être qu'on fasse un congrès un colloque sur les objets connectés, après la robotique. Parce que moi j'ai toujours le petit fantasme, peut-être un peu naïf, du petit objet qui capte, qui n'a quasiment pas besoin d'énergie, qui émet en Wi-Fi on ne sait pas quoi, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi et on ne sait pas ce qu'il dit. Et ça pourrait être, je sais pas moi, dans l'épingle, dans n'importe quoi. Et voilà. Il y a des réseaux, il y a des petits réseaux actuellement qui se développent, et les Français sont leaders d'ailleurs en partie dans ce. Petits réseaux très, très légers pour les objets connectés. Voilà, donc ça me fout un peu la trouille ce truc. Voilà, donc c'est un peu la crainte. Bon, donc si on s'intéresse aux objets connectés, comme on s'intéresse aux robots, à mon avis on avancera, et les gens aussi, on avancera un peu de la compréhension et la maîtrise de notre environnement. Bien, merci pour ces réponses qui ne sont pas forcément vous rêvez pas, si vous rêvez. Je rêve quand même un peu. Allez, la nuit surtout. Alors le rêve serait d'avoir apporté une pierre à l'édifice de cette construction qui est en train de se faire ici, qui est d'améliorer la compréhension des gens par rapport à ce monde du numérique, parce que je vois toujours j'ai des souvenirs de mon père qui appuyait 10 000 fois d'affilée sur le bouton de l'ordinateur parce qu'il ne s'allumait pas, mais qu'il n'avait pas allumé le switch de l'interrupteur. Enfin, ce genre de choses qui font qu'il y a une certaine incompréhension à la base qui... Mais je me moque pas, j'observe. Et d'améliorer ça pour que les gens comprennent un peu mieux, et aussi aient moins peur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent... Il y a beaucoup de choses vraiment malsaines qui viennent de la peur, ça peut être racisme même, la peur de l'inconnu, on ne sait pas, mon Dieu, quelle horreur. Et c'est un peu la même chose avec les robots. J'ai des expériences avec des journalistes qui me posent à chaque fois la question de à quand est-ce que les robots vont conquérir le monde. Pour moi, ils vont pas forcément conquérir le monde tout de suite, en tout cas, parce que quand on voit le temps qu'ils mettent pour plier une serviette, je me fais pas trop de soucis. Mais voilà. Qu'on arrête un peu d'avoir peur de ça, qu'on les découvre un peu mieux. Et puis la crainte, ce serait que je pense que c'est un peu lié à ça, c'est qu'on utilise de plus en plus de choses sans savoir pourquoi, comment, et puis qu'il y ait des gens qui finissent par être complètement isolés de la société parce qu'ils n'ont pas envie ou il n'y a pas le moyen, peut-être bêtement aussi, de s'inclure dans cette société, puis que ça crée des espèces de réseaux de parias qui on jette des cailloux parce que, oh mon Dieu, ils n'ont pas d'iPhone. Ça, je trouve que ce serait assez dramatique. Pour finir, le rêve, c'est assez proche de ce que disait Christophe. Ce serait simplement de se dire que, moi je pense que c'est pour tous les projets qu'on développe dans ce sens-là, de se dire que le projet qu'on a développé est pertinent, et puis d'entendre qu'il a permis à tel ou tel enseignant de combler un manque qu'il avait. Pour moi, c'est pas forcément enseigner l'informatique ou la robotique, mais c'est une dique juste pour faire une activité différente et puis récupérer des élèves en décrochage. Pour moi, c'est une réussite.
Et puis la crainte, c'est l'opposé, c'est simplement de se dire que maintenant on est en train de surfer sur une mode, qu'on développe plein de choses qui vont finir dans les armoires, qui sont des gadgets et qui auront peut-être contribué à noyer les gens dans encore plus de technologie jusqu'à la suivante. Donc j'espère vraiment qu'on puisse éviter ça. Alors moi en ce qui concerne le rêve, c'est un petit rêve, enfin c'est un rêve quand même, c'est justement que tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait autour du Timio, autour du Poppy, apporte sa pierre à l'édifice. Et si je peux me permettre, j'ai un deuxième rêve, ce serait que Emmanuel Page me rende le Timio que je lui ai prêté depuis des mois, et ma crainte, c'est qu'il me le rende pas. Malheureusement, ta crainte va se confirmer. Bien. Bon, et bien on va conclure. Je vais me permettre de conclure avec, en appelant un auteur qui est un de mes auteurs favoris, qui est Spinoza, parce qu'on est dans un lieu qui résout plein de choses, avec des équations, si, alors, voilà. Et je vais vous poser une équation que Spinoza a posée, mais il a eu un souci, c'est qu'il a été exclu parce qu'il n'a pas répondu. Alors peut-être que l'année prochaine, s'il y a un colloque, l'INRIA aura répondu à cette question-là. Voilà la question. Spinoza va voir les rabbins de sa communauté et il lui pose la question. Il dit, bon, écoute, je suis d'accord sur le texte, Adam et Ève sont les deux premiers personnages créés dans le monde. Voilà. Je suis d'accord après, dans le texte, ils ont deux enfants, Caïn et Abel. Bon, il y en a un troisième qui arrivera plus tard. Donc deux enfants, les deux premiers ont deux enfants. Et dans le texte, un peu plus loin, Caïn se marie. Spinoza dit, il se marie avec qui? Point d'interrogation. Si, alors. D'accord. Bon. Donc voilà, il y a des explications, mais pour vous dire que je suis un peu iconoclaste, pour vous dire qu'il y a des explications qui ne sont pas que numériques, il y a des explications qui ne sont pas que rationnelles. Et peut-être que la perception de la robotique, qu'elle soit pédagogique ou pas, parfois cette perception, elle n'est pas que rationnelle. Et vous le savez bien que c'est pas que rationnel. Je me fais le porte-parole, pour terminer, de l'ensemble des intervenants et des personnes qui ont suivi le colloque, pour remercier véritablement l'INRIA, les organisateurs, les intervenants divers et variés, à différents niveaux, statuts, les stagiaires de l'INRIA que j'ai embêtés le premier matin, mais bon, voilà. C'était mon côté ludique. Voilà, comme ça on clôt la boucle. Et vraiment, merci. Voilà. Bravo.